Second changement, la diversification parallèle des types de journaux entre d'une part une presse de masse très peu tournée vers la politique, représentée par les 4 grands quotidiens populaires de Paris, le Petit Journal, le Petit Parisien, le Journal et le Matin, et d'autre part des journaux qui par différence se disent de qualité et sont destinés plutôt à un public bourgeois cultivé. Le Journal des débats, Le Temps, Le Figaro, et où incarne des courants idéologiques ou politiques, tels par exemple la Croix ou l'Humanité. À la fin du XIXe siècle, la presse est devenue un média de masse qui, à l'image de la société démocratique, répond aux différentes attentes d'une population elle-même très diversifiée, attentes politiques mais aussi attentes de distraction. Le chapitre 8, revues et journaux spécialisés, 1880-1914, dresse le tableau d'une expansion sans précédent du nombre de revues et des périodiques spécialisés qui se traduit ainsi. Les périodiques imprimés accompagnent désormais toutes les activités sociales et culturelles caractéristiques de la société française libérale et démocratique. La presse, chapitre 9. La presse et l'affaire Dreyfus met en évidence le rôle nouveau joué par la presse. Si la presse est le vecteur privilégié de l'affaire, la lenteur du changement d'attitude des différents journaux montre qu'une presse soumise aux lois du marché a maintenant d'abord pour fonction de conforter les préjugés du public. L'affaire se présente tout d'abord comme une affaire montée par la presse. Or, dans cette phase, la presse n'a joué aucun rôle critique par rapport à la version officielle. Et cela est vrai de la presse à grand tirage qui se fonde pour prendre position moins sur des faits établis que sur les attentes de ses lecteurs. Ainsi, par exemple, le Figaro refuse les articles de Zola sur l'affaire, acceptés dans un premier temps pour ne pas mécontenter son lectorat qui, largement antisémite, menace de se désabonner. Dans un deuxième temps, alors qu'il s'agit de mobiliser l'opinion quand on est minoritaire, c'est l'arme du scandale, maniée par le J'accuse d'Émile Zola, qui obtient ce résultat. Peu à peu, la presse, autrefois unanime ou presque contre l'affaire Dreyfus, commence à se diviser, mais la presse dreyfusarde reste très minoritaire. Vient le moment du changement du rapport de force, non sans lenteur et sous l'impulsion des intellectuels critiques de la presse. Une presse qui, souligne Christophe Charles, a globalement entretenu une culture du mensonge, du faux bruit, du conformisme et de l'anti-intellectualisme. Le chapitre 10. La presse et la guerre de 14-18 s'attache à montrer comment la censure a transformé la guerre en instrument de propagande auquel n'ont résisté que des courants minoritaires, mais aussi à souligner les difficultés des entreprises de presse. La conclusion en découle. La guerre marque une césure majeure dans l'histoire de la presse. Elle a interrompu la success story qui fut celle de la presse française tout au long du XIXe siècle. Alors qu'elle était perçue ou se présentait comme l'instrument par excellence de la démocratie, la presse a cédé devant la raison d'État et les forces économiques. La guerre a donc miné la crédibilité de la presse, une perte de crédit qui s'accentue dans la période qui suit. Le chapitre 11, déclin de la presse d'opinion et essor de la presse commerciale dans l'entre-deux-guerres, s'efforce d'expliquer la stagnation puis le recul de la presse pendant cette période. L'après-guerre va ajouter la suspicion croissante à l'égard de la presse en mettant en lumière, à travers la révélation de scandales, la soumission brutale de la presse aux forces économiques. En outre, la presse commerciale est prise dans une concurrence avec elle-même, une presse plus performante économiquement entraînant le déclin de titres pourtant bien installés. Ainsi, dès la fin des années 1930, on observe les signes du déclin de la presse quotidienne d'opinion, concurrencée par la création d'hebdomadaires politiques. À gauche, Marianne qui tire à 100 000 exemplaires et Vendredi à 50 000, et à droite, Candide qui tire à 340 000 exemplaires, Action française, Gringoire qui tire à 640 000 exemplaires. L'apparition du cinéma et le développement de la photographie suscitent un besoin nouveau d'image qui est pris en compte par une nouvelle presse quotidienne commerciale plus moderne qui fait une large part à la photographie. Ainsi, les 4 grands quotidiens parisiens de la Belle Époque vont voir leur tirage chuter de plus de la moitié durant l'entre-deux-guerres, passant de 900 000 exemplaires à 400 000 exemplaires, au profit d'un nouveau titre, Paris Soir, qui va atteindre un tirage moyen de 2 millions d'exemplaires. Le succès de ce quotidien repose sur plusieurs facteurs: le recours massif à la photographie, la diversité de ses rubriques, sport, résultats de courses, horoscopes, etc., la place accordée aux faits divers, la publication régulière de grandes enquêtes, la multiplication des envoyés spéciaux et la collaboration de grandes signatures de la presse réputée sérieuse. Le ton du quotidien se veut optimiste et dépolitisé, se refusant à prendre parti dans les affrontements violents qui caractérisent cette période. Le chapitre 12. Les journalistes dans l'entre-deux-guerres, une nouvelle profession. Analyse pourquoi et comment, au cours de cette période, la profession de journaliste s'aligne progressivement sur les autres professions libérales ou intellectuelles avec la naissance d'un véritable
syndicalisme corporatif, mais aussi en quoi cette évolution se conclut par une victoire incomplète. À la veille de la Seconde Guerre mondiale coexistent deux définitions du journaliste. D'une part, un journalisme militant qui se met au service du combat politique, d'autre part, un journaliste pratiqué par des salariés dans des entreprises de presse qui cherchent à attirer un maximum de lecteurs, donc qui s'adresse plutôt au grand public qu'aux élites sociales, en cherchant à répondre au mieux à leurs besoins de distraction. Le chapitre 13, la presse et l'argent, est ordonné autour de trois thèmes. La domination de deux grandes entreprises, la presse prise en tenaille entre Havas et Hachette, les investissements dans la presse financière et financement de la presse. À des fins d'influence sur l'opinion, le patronat dans la presse et les scandales qui révèlent au grand jour une corruption active ou passive des presses. Quelques affaires sont particulièrement retentissantes. Pour ne citer qu'un exemple, en 1923, l'Humanité révèle que des journaux étaient payés par la Russie pour éviter la publication d'artistes alarmistes afin de garder la confiance des épargnants français qui avaient massivement souscrit des emprunts auprès de l'État russe. S'agissant du rôle du patronat, ce chapitre rappelle comment ce dernier, qui a compris l'intérêt qu'il peut retirer du contrôle de la presse à grande diffusion, achète ou crée des titres qui défendent son point de vue. De Wendel, du comité des Forges, finance le journal des débats et le temps. Quant au parfumeur Coty, soutien des journaux d'extrême droite, prend le contrôle du Figaro qui tire à 30 000 exemplaires en 1921 et surtout crée l'Ami du peuple qui atteindra le million d'exemplaires en 1930 mais chutera à 450 000 exemplaires en 1933, qui se présente comme le défenseur des petits contre les monopoles. Chapitre 14, Le Petit Parisien. Le plus grand journal de la Troisième République est consacré au quotidien, fondé en 1876, dont l'histoire résumée incarne celle de la grande presse pendant cette période. Comment ce petit journal est devenu une grande entreprise de presse, à quelle forme de diffusion, à quel contenu doit son succès, comment sa situation s'est détériorée à partir de 1833. Son tirage retombe à 1 million en 1937 et à 500 000 en 1939 en raison d'une part de son glissement à droite et de son anticommunisme virulent, ce qui lui aliénera une fraction du public populaire, et d'autre part de la concurrence des nouveaux médias, le cinéma, la radio, la presse illustrée, et aussi de Paris Soir, plus moderne, plus innovant, mais aussi peut-être plus démagogue et moins austère relativement. Le Petit Parisien est en fait progressivement redevenu un journal populaire parisien, non plus ce grand quotidien diffusé dans la France entière. Compromis sous l'occupation, il reparaîtra après-guerre sous le titre de « Le Parisien libéré ». L'ouvrage de Christophe Charles, parce qu'il est attentif aux effets conjugués des logiques économiques, des évolutions politiques et des transformations techniques, mais aussi des variations et variétés des dispositions et des goûts des publics, rompt avec les représentations simplificatrices d'une presse dont les mutations ne seraient dues qu'à elle-même et en particulier aux seuls journalistes. Cet ouvrage permet également de soulever des questions qui ne concernent pas seulement le passé de la presse, mais également son présent et son avenir, ainsi que ceux de l'ensemble des médias. Il incite à tirer quelques conclusions qui excèdent celles que l'auteur retient explicitement. Ce livre, tout d'abord, en conjuguant histoire sociale et histoire culturelle, permet de prendre la mesure des effets du développement de l'alphabétisation et de la politisation différenciée des publics sur la croissance de l'audience elle-même diversifiée, mais longtemps ascendante du lectorat de la presse, jusqu'à sa saturation, avant que la radio puis la télévision ne contribuent à l'inversion de la courbe et à de nouvelles répartitions des publics. Ce livre ensuite, bien qu'il rende compte des luttes entre les journalistes et le pouvoir politique, est loin d'épouser la représentation dominante d'une presse qui serait le meilleur défenseur et propagateur de la démocratie. L'histoire de la presse met au contraire en évidence à quel point, à des moments décisifs de son histoire, elle a été dépendante de transformations politiques qui ont conditionné son évolution plus qu'elle n'a favorisé l'expansion de la démocratie. Bénéficiaire d'une liberté qu'elle n'a que partiellement contribué à conquérir et de transformations démocratiques qui lui est arrivé de freiner, la presse écrite n'a pas été uniformément un pilier de la démocratie. Ce livre, enfin, montre comment deux pôles n'ont pas tardé à se constituer sous des formes changeantes avec toutes les variétés intermédiaires entre un journalisme commercial, parce qu'il est plus ou moins subordonné à des exigences essentiellement économiques et aux préférences du public populaire, et un journalisme réputé sérieux parce qu'il affiche son professionnalisme et son souci d'éclairer la vie politique et s'adresse à ce qu'il est convenu d'appeler des élites sociales et culturelles. Christophe Charles cite un journaliste de la Belle Époque qui écrivait déjà « Le rôle de la presse n'est pas, comme on l'a cru jusqu'à présent, de défendre des opinions ou de propager certaines doctrines. Il consiste simplement à vendre le plus cher possible le plus grand nombre d'exemplaires, à insérer à sa 4e page des monceaux de réclame et à induire le public dans des affaires véreuses ou lucratives. Cette opposition entre une logique politique qui place la presse au centre de la vie démocratique et une logique économique qui l'assujettit au marché
travaille encore aujourd'hui le journalisme, qu'il s'agisse de la presse écrite ou des nouveaux médias de masse qui se sont développés ou qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Henri Mahler avec Patrick Champagne.